Donc, je lance la séance. Bienvenue à toutes et à tous pour cette première séance de présentation des actualités Open Science. Donc, moi, je m'appelle Shekina Rocha, je remplace Madame Nathanaëlle Minard, qui est responsable chargée de mission recherche au décanat. Et puis, je fais le remplacement jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'ai le privilège de pouvoir vous... J'ai perdu le micro. Donc, aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre plusieurs intervenants pour nous présenter les nouveautés en termes d'Open Science. D'une part, nous avons Madame Michaela Crespo, qui est responsable du dicaster recherche de l'UNI. Nous avons aussi Monsieur Gérard Bagnou, qui est directeur du service UNIRIS, ainsi que Madame Carmen Jambé, qui est responsable des données de recherche du service UNIRIS, qui sera là avec sa collègue Madame Anouk Santos. Nous avons aussi Monsieur Roberto Fabretti, qui est le responsable de la division calcul et soutien à la recherche de l'UNIL, qui est là avec son collègue Monsieur Thierry Lombardo. Pour votre information, la séance elle va être enregistrée. La vidéo et les slides seront mis à disposition ensuite sur le site d'Open Science de l'UNIL. Et puis, si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez sans autre utiliser le chat ou alors attendre la fin de la présentation pour poser vos questions de vive voix. Comme ça a déjà été précisé par Michaela, merci d'avance si vous pouvez, en attendant, garder vos micros éteints et puis vos vidéos éteintes également. Voilà, je passe tout de suite la parole à Monsieur Gérard Bagnou pour commencer la présentation. Une bonne séance. Oui, bonjour, merci Shekina. Peut-être, Michaela, je n'arrive pas à allumer ma vidéo, alors je ne sais pas si tu peux peut-être faire quelque chose pour ma vidéo, mais ce n'est pas très important. En tout cas, voilà, je vous remercie pour cette invitation. Voilà, je crois que c'est bon. Peut-être le menu de cette séance qui est assez copieux, mais je vous rassure, on passera assez rapidement sur plusieurs points, notamment sur ma partie. Je vais vous parler justement de cette stratégie Open Science que vous connaissez sans doute de l'UNIL et son plan d'action qu'on a développé avec Michaela, avec Carmen et avec aussi le vice-recteur François Bussy, qui a été validé par la direction donc en décembre l'année passée. On fera ensuite un saut vers l'Open Access et puis les différentes choses opérationnelles qui ont été mises en place, notamment par Michaela, au niveau de l'Open Access, et puis également, bien sûr, au niveau des données de la recherche. Et on se réjouit aussi d'entendre les personnes qui sont représentants de la DCSR, M. Fabretti, notamment, qui est là aussi parmi nous avec ses différents collègues. Puis vous aurez l'occasion aussi de pouvoir poser des questions et réponses à la fin de la présentation. N'hésitez pas déjà, durant la présentation, si vous avez des questions, à mettre vos questions dans le chat et on tentera d'y répondre pendant la présentation. Alors, peut-être juste quelques points. Si j'arrive à tourner la slide, ça devrait venir. La stratégie qui a été développée donc, par UNIRIS et le dicaster recherche de l'université, elle repose principalement sur 5 axes d'intervention qu'on a définis comme étant prioritaires pour l'université. Un axe en lien avec la gouvernance, un axe en lien avec l'organisation, les infrastructures techniques, l'axe de la formation et du conseil, et puis ce qu'on a appelé aussi cette nouvelle culture et communication. Vous allez retrouver, je vous ai mis le lien sur la slide, mais vous retrouvez sur le site Open Science une partie théorique, je dirais, de cette stratégie et plan d'action. C'est un document que vous pouvez au besoin télécharger et vous retrouvez les différents axes d'intervention. Pour être un petit peu plus précis, les aspects de la gouvernance, l'idée c'est vraiment qu'on développe des politiques, une stratégie qu'on a faite, des processus et des directives en matière de sciences ouvertes pour soutenir la vision de l'université. Les aspects en lien avec l'organisation, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, une structure administrative, afin de garantir une approche qui soit participative et inclusive des chercheurs. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça lors de séances, lors de différentes interviews ou réunions qu'on a, que ce soit avec des chercheurs ou bien sûr avec les consultants recherche de chaque faculté.
Ensuite, au niveau de l'infrastructure et des outils, l'idée, c'est vraiment de fournir des moyens techniques. On va vous en présenter certains. Il y a des choses déjà qui existent, notamment les espaces de stockage mis en place par la DCSR. Mais il y a d'autres choses qui vont, d'une certaine façon, arriver et qui permettra de gérer, de sécuriser, de partager, d'archiver aussi toutes les informations scientifiques, que ce soit sur des outils comme Serval, par exemple, ou sur les futurs outils comme SwissUBase, qui sera un repository, un dépôt pour les données de la recherche. Donc voilà pour l'axe infrastructure et outils. Bien sûr, il y a beaucoup de formations, de conseils qu'on essaye de mettre en place, que ce soit au niveau Open Access ou que ce soit au niveau Open Research Data, afin d'accompagner et d'autonomiser le plus possible les chercheurs dans la gestion de leurs projets. Pourquoi? Parce que le chercheur reste quand même au cœur de la gestion des données de recherche et de l'Open Access. Donc, notre idée, c'est vraiment, il y a plusieurs formations qui sont déjà mises en place, qui ont déjà eu lieu. Il y a des nouvelles formations qui arriveront. Mes collègues vous en parleront plus en détail. Et enfin, cet aspect de nouvelle culture, communication, l'idée, c'est aussi, bien sûr, de sensibiliser la communauté universitaire, la communauté UNIL, et également le public aux enjeux, aux opportunités de l'Open Science. On a fait cette sensibilisation à travers notamment la publication de flyers. On a un flyers, on vous enverra le lien, que vous pouvez télécharger sur le site Open Science, mais on a aussi organisé des événements ou des cafés croissants autour des enjeux de l'Open Science. La base de réflexion, peut-être pour rappeler d'où est venue d'une certaine façon cette stratégie et ce plan d'action, est venue avec une enquête qui avait été menée en 2015 par Carmen Jambé et moi-même en lien avec la gestion des données de la recherche. Pour la petite histoire, je vous informe aussi qu'on aura une nouvelle enquête qui est prévue en 2021 pour voir aussi où on en est maintenant par rapport à la gestion des données de recherche. L'idée vraiment, c'est que l'enquête nous a permis de faire émerger les différents besoins des différentes facultés et des chercheurs pour après arriver avec une offre de prestations et de services qui correspondent aux besoins et qui ne soient pas d'une certaine façon inventées ex nihilo depuis le haut, mais vraiment qui soit des besoins exprimés par la communauté des chercheurs et des chercheuses de l'université, ce qui nous permet d'arriver avec une stratégie en 5 axes qui répondent au plus proche des attentes de notre communauté. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la pratique de l'open science, elle est pour l'instant pas toujours encore bien établie dans les hautes écoles. On est la seule université en Suisse, à part la HES, SO, à avoir une stratégie et un plan d'action. Pour l'instant, il n'y a aucune autre université en Suisse qui ont de stratégie open science. Swiss Universities est en train de définir la stratégie nationale en matière d'open research data, comme elle a déjà défini la stratégie en matière d'open access, mais celle-ci est attendue pour plutôt fin 21, début 22. L'open science suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup de craintes. Il y a beaucoup de tensions entre les avantages pour la science, pour la société, le contrôle du travail du chercheur, cette peur aussi des fois qu'on a en ouvrant par exemple ces données à une vampirisation par d'autres chercheurs d'un travail important qu'on a mené sur le terrain. Donc il y a beaucoup de craintes, certaines sont fondées, d'autres pas. Donc l'idée c'est aussi vraiment de sensibiliser nos chercheurs au côté positif et aussi aux certains risques qu'on peut prendre, en tout cas aux enjeux en lien avec la sécurisation de ces données. Il y a beaucoup de méthodologies, de questions méthodologiques, comment est-ce qu'on va préparer les données, des questions juridiques, éthiques, en matière notamment en lien avec la protection des données personnelles. Il y a beaucoup aussi de questions simplement pratiques par rapport aux infrastructures et par rapport au coût de ces infrastructures, mais là, les personnes de la DCSR nous en parleront aussi quelque peu après. Et puis d'autres questions plus épistémologiques en lien avec la problématique de la reproductibilité, notamment en sciences sociales et d'autres enjeux. Donc, voilà, juste peut-être pour brosser d'une certaine façon, de façon assez globale et large, le cadre dans lequel on intervient à l'université par rapport aux enjeux de l'open science. Ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect stratégique, maintenant, c'est surtout l'aspect pratique. Et puis, je vais passer pour cela la parole à ma collègue Michaela. Merci Gérard. Je reprends donc le contrôle de la présentation et
comme Gérard a dit, je vais vous parler, je reviens juste en arrière, donc 5 minutes, je n'aimerais pas trop rentrer dans les détails de la nouvelle directive Open Access et Serval de l'université. Donc, une de mes missions quand j'étais engagée en 2017, c'était justement de mettre en place une directive et une stratégie Open Access pour l'université globalement. Et spécifiquement, c'était le développement de cette directive qui se base fortement sur Serval. C'est une directive qui a un peu fait le lien entre notre dépôt institutionnel qui est Serval et le partage le plus ouvertement possible, le plus fermé que nécessaire. Donc, il se base sur Serval et pour ça, alors, il faut comprendre un peu le fonctionnement de Serval. Mais en gros, on voudrait, disons, distinguer 3 étapes dans cette directive et dans l'utilisation de Serval. Donc, c'est un peu, ça va en parallèle. Il y a 3 étapes. Il y a la saisie, le dépôt et le partage. Donc, c'est-à-dire pour chaque publication scientifique, vous auriez 3 étapes à remplir. La saisie des métadonnées, c'est-à-dire les données bibliographiques de la publication, le titre, les auteurs, l'année, etc. Puis, vous devez aussi faire le dépôt d'un PDF d'une version du manuscrit. Ça ne doit pas forcément être la version finale, la version publiée, et je vais approfondir sur ça par la suite. Et enfin, l'étape du partage ou open access qui est celle qui est fortement recommandée, mais pas obligatoire, puisqu'en fait, légalement, on n'a pas le droit. Donc ici, dans les quelques minutes qui viennent, je vais vous parler de à qui s'applique la directive, à quoi, quand elle s'applique et comment elle s'applique. Mais d'abord, il faut dire qu'est-ce que cette directive n'est pas. Donc, elle n'est pas un moyen de restreindre vos choix de publication en termes de format, forum, timing ou d'éditeur, pas du tout. Vous allez toujours la main dessus. Les auteurs choisissent la revue ou l'éditeur avec lequel ils veulent ou elles veulent publier la publication. Et il y a toujours un moyen de concilier cela avec l'open access. Et c'est là, on arrive à faire ça en suivant différentes voies, dont je vais vous en parler très brièvement dans quelques slides. Donc, pour la partie de qui, cette directive s'applique à toute personne au sein de l'université ou de la communauté de recherche de l'UNIL qui est un auteur d'une publication scientifique. Donc, ça peut être des doctorants, des professeurs, des postdocs, peu importe. C'est juste le concept de faire partie de l'UNIL et d'être auteur d'une publication. Concernant le quoi, ça s'applique de façon obligatoire aux articles et aux extraits de livres. Et ça, je vous explique pourquoi. C'est parce que légalement, on a besoin de, disons, on ne peut pas obliger au-delà de ça. Donc, c'est vraiment des extraits de publication, c'est-à-dire un article, on le considère un extrait, ou bien un chapitre ou une partie de livre. Par contre, pour tout le reste de publications qu'on génère à l'université, des livres, des thèses, des monographies, des présentations, des rapports, working papers, des thèses et des articles de presse, tout ça est tout à fait optionnel et c'est l'auteur qui décide s'il veut ou pas remplir toute la directive ou pas. Donc, pour ce type de publication, ce n'est pas du tout obligatoire, mais il faut garder en tête que pour les articles et les extraits de livres, là, les 2 premières étapes sont obligatoires. Donc, le comment et le quand, on peut alors diviser, comme j'ai dit, la directive en 3 étapes, la création d'une notice, le dépôt du PDF et le partage. Donc, bien que les 2 premières étapes pour les articles et les chapitres soient obligatoires, comme j'ai dit, la dernière ne l'est pas. Elle est fortement recommandée. Donc, pour la création d'une notice, comme j'ai dit, c'est obligatoire. Les données bibliographiques, il faut ajouter les liens vers les unités et vers les auteurs. Ça, c'est très important pour qu'ensuite la liste de vos publications dans une science soit complète. Donc, ça, c'est très, très important. Et au plus tard, au moment de la publication. Les auteurs peuvent modifier à tout moment ces données bibliographiques. Donc, vous avez la main dessus. Vous avez la main sur vos publications. Par rapport au dépôt, il est de nouveau obligatoire.
Par contre, les versions et les restrictions d'accès sont déterminées par la détenteur du droit d'auteur, c'est-à-dire normalement la maison d'édition, sauf si vous avez publié directement en open access. Mais si c'est une publication, par exemple, dans une revue à souscription, ça sera leurs conditions qui vont déterminer la version que vous pouvez déposer dans Serval. L'accès à ces PDF est au plus restreint à toute la communauté de l'UNIL, c'est-à-dire il n'y a pas un niveau de visibilité plus restreint que accès disponible à tout membre authentifié UNIL. Et puis, le PDF ne peut pas en principe être modifié ou éliminé une fois que la notice a été publiée. Donc, faites vraiment attention quand vous ajoutez un PDF, qu'il soit la bonne version, parce qu'après, c'est compliqué de changer ce PDF pour des raisons de pérennisation. Pour l'open access, la partie de partage, donc l'UNIL encourage fortement la publication en open access, tandis que certains bailleurs de fonds le demandent, c'est une obligation. Toutes les modalités sont acceptées, donc le type de open access immédiat ou différé. Et ça, je vais vous en parler tout de suite. Donc pour ces publications, c'est ce partage et c'est des PDF qui sont accessibles publiquement. Donc, juste pour vous donner un petit rappel sur les différentes voies de l'open access, je passe rapidement ici. Donc, nous, on accepte toutes les voies, la voie dorée, comme vous voyez ici, voie dorée en bas, où l'on publie directement avec une revue open access, soit la voie verte, où on dépose, on auto-archive une version du manuscrit, soit la version acceptée ou post-print, soit la version publiée. Et après un embargo, on ouvre cette version. Donc ça, c'est la voie verte, c'est tout à fait acceptable. Et puis, il y a aussi la voie hybride, où l'on paye un éditeur qui a une revue qui est à la fois fermée et ouverte. Donc, il y a certains articles qui sont ouverts. Donc ça, c'est accepté, c'est une voie valide, mais ce n'est pas du tout encouragé ni soutenu par l'université. Donc, si vous le faites, vous devez trouver vos fonds pour financer ce type d'open access. Et je vous rappelle que le Fonds national ne couvre pas ce type de frais hybrides. Hein. Donc, ce qui n'est pas de l'open access, c'est le partage dans des réseaux sociaux, Academia, ResearchGate ou bien un site web de l'auteur, par exemple. Donc, l'auteur est responsable du contenu qui lui appartient et doit veiller à qu'il soit d'actualité. Et par rapport aux publications antérieures, donc les auteurs peuvent créer des notices, et bien que ça ne soit pas obligatoire, ils peuvent déposer aussi des PDF. Mais c'est vraiment aux auteurs de décider s'ils veulent le faire ou pas. Par rapport à d'autres obligations d'open access, donc les auteurs doivent se conformer prioritairement aux exigences de leurs bailleurs de fonds concernant le libre accès. Si vous êtes financé par le Fonds national, vous êtes tenu de suivre leurs instructions par rapport à l'open access. Cependant, quelle que soit votre source de financement, vous êtes quand même tenu à respecter les deux premières étapes, l'étape de saisie et l'étape de dépôt de publication. Donc voilà assez rapidement ce que ça comporte cette directive. Ça ne devrait pas changer énormément pour ceux qui utilisaient déjà Serval, mais il y a quelques petites différences ou détails qui sont ajoutés. Il y a une page web dans le site Open Science qui est dédiée à la directive, donc vous aurez tout ce détail-là. Et aussi une vidéo qui vous explique à peu près ce que je viens de vous dire. Si vous avez besoin de le partager, n'hésitez pas à utiliser cette page. Je passe tout de suite à d'autres nouveautés Open Access, notamment les licences avec les maisons d'édition. Donc, comme je vous ai montré dans le petit chemin avant, il y a plusieurs voies possibles pour publier en Open Access, dont une est la voie verte et qui est amplement soutenue par l'université. Donc, vous pouvez utiliser Serval pour déposer vos manuscrits et l'ouvrir après l'embargo. Et donc, vous êtes en accord avec les mandats Open Access, que ce soit l'UNIL, le Fonds national ou l'Europe. Ils demandent au minimum de suivre la voie verte. Au-delà de ça, on a un accord avec des grutiers où nos auteurs peuvent déposer la version publiée directement dans Serval sans embargo. Par rapport au soutien financier pour le Go d'Open Access, le Go d'Open Access comporte souvent le paiement d'APC. APC, c'est le Article Processing Charges, bien que pas toujours. Mais quand il y a des frais associés au Gold, nous avons des accords avec les maisons d'édition. Donc, par exemple, on a des cas où on a un subside total des APC, comme est le cas avec Cogitatio, Annual Reviews, Cargère, Elsevier et Springer Nature.
et aussi des rabais, des rabais sur les APC, donc, notamment avec BMC, Springer Open et MDPI, où on a 15% de rabais sur les APC. Je vais vous parler en particulier de deux accords, de deux licences. Mais en premier, peut-être, je vous dis qu'il y a aussi une page dédiée au soutien de la publication dans notre site web Open Access. Donc, n'hésitez pas à aller ici dedans pour regarder en tout moment si on a des nouveaux accords ou pas, parce que ça change vraiment en cours d'année aussi. Donc, si vous avez un doute, regardez ici, on a toujours la liste à jour. Donc, j'aimerais juste parler de ces deux types de nouvelles licences qu'on a et puis qu'on en aura de plus en plus. Ça s'appelle le Read and Publish. Donc, c'est des licences qui sont conclues avec des maisons d'édition classiques où maintenant on passe d'un système de payer pour accéder à un système de payer pour publier. Et donc, ces prochaines années, on a des licences qui sont hybrides entre les deux. Donc, on paye et pour l'accès et pour la publication. Donc, pour Elsevier, un auteur de correspondance UNILSHUV peut publier gratuitement dans des revues Gold et hybrides Elsevier. Il y a une liste, je pense que c'est autour de 2000 revues. Donc, c'est limité à ces revues-là. Et puis, il faut que les articles aient été soumis après le 1er janvier 2020. Donc, si vous êtes en accord avec ces trois conditions, vous allez pouvoir publier gratuitement, disons, sans frais de votre part, dans ces 2000 revues. Il faut savoir qu'il y a des quotas pour ce type de licence, pas toutes. Il y en a certaines où on a un nombre illimité d'articles qui peuvent être publiés, mais ce n'est pas le cas pour Elsevier. Donc, on a en 2021 une limite de 3000 articles pour toute la Suisse. Et puis, ça marche avec un système de premier arrivé, premier servi. Donc, c'est possible qu'on arrive à ce quota avant la fin de l'année et que donc on doit arrêter avec ce mode de publication gratuit, automatique pour les auteurs. Donc, à ce moment-là, vous aurez l'option de suivre la voie verte, soit de couvrir les frais hybrides si vous avez des fonds à côté. Pour Springer, c'est la même chose, à peu près. C'est à partir de juillet et c'est les articles acceptés à partir du 1er juillet. Et vous avez la liste de revues. Là, ça, c'est des revues hybrides complètement. Donc, on n'a pas de revues Gold avec Springer. On avait des quotas aussi, 690 pour la moitié de l'année 2020 et puis 1390 en 2021 pour toute la Suisse, la même chose. Donc là, on va probablement très tôt arriver à cette limite de 690 pour la Suisse. Et donc, on n'aura plus cette option de publier directement, gratuitement, avec Springer jusqu'en janvier. Donc, en janvier, ça recommence. Et donc, à partir des articles qui sont acceptés à partir du 1er janvier, rentrent dans la licence 2021. Et donc, là, vous aurez de nouveau le même workflow où vous êtes invité à publier en open access sans frais. Je vous dis aussi qu'en 2021, on a au moins 3 nouvelles licences RMP, Read and Publish. Très probablement, ce n'est pas encore signé, mais c'est très probablement des licences avec Taylor & Francis, Sage et Cambridge University Press. Donc, vous voyez que l'offre s'étoffe. Donc, on a de plus en plus de licences comme celle-ci qui devraient vous faciliter un peu le choix et les démarches pour pouvoir publier un open access immédiat, donc Gold ou hybride. Donc, je souligne encore que pour ce qui est hybride, l'université prend en charge ses frais quand c'est inscrit dans une licence de ce type-là. Donc, l'UNIL ne soutient pas le paiement d'APC hybride isolé. Donc, je finis juste vite en vous peut-être orientant vers des ressources open access qu'on a. Si vous avez des doutes concernant l'open access, qu'est-ce que c'est, les voies, etc., on a un cours Moodle qui est disponible à tout moment. Donc, vous pouvez le suivre, c'est 4 modules que vous pouvez faire très vite. Et là où je vais vous expliquer justement les voies, les options, d'autres ressources. Donc, allez-y, c'est ouvert. Si vous allez sur Moodle, vous pouvez vous inscrire sans problème. Un autre outil qui devrait vous être utile, c'est Papago, qui est en fait un petit perroquet qui vous pose des questions par rapport à votre situation particulière et qui vous donne après, comme résultat, des fiches comme celle-ci qui ont des informations qui sont vraiment ciblées à votre cas particulier. Et c'est là qu'on prend aussi les nouvelles licences Read and Publish. Donc maintenant, on vient de la mettre à jour aujourd'hui.
Et si vous répondez aux questions et que la revue où vous allez publier est comprise dans une licence RMP, donc Papago va vous le dire, donc vous savez que vous aurez cette option-là. C'est sous la section vos possibilités de financement. Et puis, la toute dernière chose, c'est un outil qui a été lancé par le Fonds national qui s'appelle FNS OA Check. Si vous allez sur cette adresse-là, vous pouvez en fait faire un contrôle de vos publications pour voir quel est votre taux d'open access. Regardez un petit peu comment ça va. Et puis aussi de pouvoir agir parce que vous allez voir quelles sont les publications qui ne sont pas encore ouvertes. Et donc, de ce point de vue-là, ça vous laisse agir, probablement déposer un PDF dans Serval qui vous déplacerait ces publications de la partie non open access à la partie verte, par exemple. Donc voilà, ces outils très rapidement. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir contacter directement vos consultants de recherche à votre faculté, ou sinon, vous pouvez aussi me contacter directement si c'est une question qui va au-delà des spécificités facultaires. Donc, je passerai la parole maintenant à Shekina, à Anouk Santos, qui va nous parler des nouveautés Open Data. C'est Carmen. Ah, c'est Carmen. C'est la directive, pardon. Non, c'est moi. Donc, je donne la main à Carmen. Voilà. Merci, j'ai reçu la main normalement, c'est bon. Oui, donc je vais vous présenter les nouveautés Open Data. Et avant qu'Anouk, effectivement, parle d'une des nouveautés qui sera l'outil DMP Online, je vais vous présenter brièvement notamment la directive 4.5, parce que peut-être que ça vaut la peine de présenter cette directive et de rappeler un peu de quoi elle parle. Donc, c'est une directive qui a été adoptée en juin dernier par la direction de l'université et elle se veut comme une réponse aux besoins des chercheuses et chercheurs, mais aussi des facultés en matière de stockage et aussi de calcul scientifique à haute performance. Alors, pourquoi ma slide a bugué? Ok. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'idée de cette directive, c'était que justement, le contexte de demande croissante de stockage nécessitait aussi une réponse en termes de clarification de quelles infrastructures existent à l'UNIL et quelles sont du coup les règles de gestion des données de recherche associées lorsque l'on utilise ces infrastructures-là. Donc, l'article 1er de cette directive précise justement le but et l'objet de cette directive. Il s'agit de clarifier et de réglementer les questions de traitement des données, de leur stockage, de leur archivage et leur conservation à long terme. Et donc, définir aussi les règles de gestion des données, qui sont les parties prenantes dans cette gestion de manière générale, donc les rôles et responsabilités des différentes personnes, chercheuses, aussi services centraux, et aussi définir les principes aussi de tarification, parce qu'évidemment, il existe un système de tarification quand un volume de données est stocké. Et ça, pour les questions de tarification notamment, ce sera peut-être plutôt l'équipe de la DCSR qui sera capable de répondre plus précisément à ces questions-là. Un autre élément important par rapport à cette directive, c'est son champ d'application. Donc, à l'heure actuelle, cette directive s'applique à toute personne qui utilise les ressources de la DCSR, de la division calcul et soutien de la recherche du CI, indépendamment de son contrat. Donc, techniquement, toute personne qui n'utilise pas les ressources de la DCSR ne sont pas soumises à cette directive. Néanmoins, comme on le verra plus tard, les questions de gestion des données de manière générale ou de planification de cette gestion ou de bonnes pratiques sont évidemment recommandées et fortement encouragées ici à l'université. Aussi, peut-être une clarification un petit peu plus pratique. Je viens de dire qu'effectivement, cette directive s'applique à l'ensemble des personnes qui utilisent les ressources de la DCSR. Et pour pouvoir pratiquement en fait, identifier qui va être finalement responsable
de la gestion et du stockage des données de recherche. On considère que voilà, les personnes qui effectuent une demande de calcul ou de stockage auprès de la DCSR constituent ou forment un groupe de recherche, et au sein de ce groupe de recherche, une personne, une chercheuse ou un chercheur principal est désigné, afin que ce soit aussi plus facile de savoir à qui on s'adresse et qui est responsable au sein de ce groupe des questions de gestion, coûts, etc. Dans le champ d'application, l'article 3 précise que la directive, elle s'applique donc aux données de recherche, par opposition aux données hors recherche. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, effectivement, je vais vous passer la slide suivante, vous verrez la précision sur ce que sont les données de recherche, mais il est important de savoir qu'effectivement, on parle des données de recherche, donc toutes les données qui sont hors recherche, les données administratives liées à des demandes de financement, aux questions de publication, aux questions d'enseignement, ne sont pas considérées comme des données de recherche, ils sont donc exclus de cette directive-là. Là aussi, dans la directive, on a quand même précisé, essayé en tout cas de préciser au mieux ce que sont les données de recherche et ce que l'UNIL considère comme étant les données de recherche, sachant évidemment que les données de recherche sont de manière générale très hétérogènes et dépendent évidemment aussi des disciplines et des projets de recherche associés. Donc, on a quand même donné une définition assez large, c'est-à-dire que les données de recherche, en gros, là je vous ai mis le texte de la directive, mais on considère que les données, ce sont toutes les données qui sont collectées et produites dans le cadre des différents projets de recherche. Donc à la fois les données nouvelles, mais à la fois les données aussi existantes qui sont réutilisées et collectées par vous ou vos collègues. Un élément aussi important qui méritait d'être précisé ici, c'est la question de la propriété des données, parce qu'effectivement, c'est une question qui souvent suscite interrogation ou qui mérite d'être clarifiée. Ce n'est pas toujours très clair, est-ce que ce sont mes données? Donc là, l'article 5 de cette directive précise bien qu'effectivement, les données de recherche qui sont collectées ou créées dans le cadre d'un projet financé soit par l'UNIL, soit aussi, par exemple, par le FNS, vu qu'il y a des accords entre le FNS et l'UNIL, sont la propriété de l'université. Donc, c'est-à-dire que l'UNIL possède les droits patrimoniaux et permet aussi d'édicter des règles de gestion. Là, ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'on parle de la propriété des données et non pas des questions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Donc, évidemment que les personnes, les chercheuses et chercheurs qui vont collecter un certain nombre de données dans le cadre de leur projet seront considérés comme les créatrices et créateurs des données. Néanmoins, la propriété de ces données est celle de l'Université de Lausanne. Donc, c'est pour ça que aussi l'UNIL peut émettre un certain nombre de recommandations en termes de gestion, de préservation et de partage de ces données. Je passerai rapidement, mais l'article 6 de la directive précise aussi ce qu'on entend par traitement des données de recherche, et on voit que c'est toujours aussi un terme qui peut poser problème, notamment aussi quand on voit par exemple avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, quelle est la notion de traitement. Donc là, on a un sens large, effectivement, que dès le moment où en fait, on utilise des données de recherche afin d'obtenir des résultats, on est dans un cadre de traitement des données et donc du coup on va devoir se conformer à un certain nombre de règles de gestion, de partage et d'ouverture des données à la fin du projet. En matière de gestion des données de recherche, donc c'est l'article 10 qui précise ces règles de gestion, et moi effectivement je vais surtout me concentrer sur tout ce qui est gestion des données de recherche et pas trop l'aspect technique de stockage et de facturation, qui est plutôt la DSSR pourra vous aider. L'université, là aussi, on considère que la gestion des données est importante tout au long de leur cycle de vie, donc c'est-à-dire avant qu'elles soient créées avec le Data Management Plan, quand elles sont créées, pendant le projet lorsqu'elles sont traitées, et à la fin du projet de recherche quand se posent les questions de destruction ou d'archivage à long terme. Et cette gestion doit être faite
en se conformant évidemment avec la législation en vigueur, mais aussi avec différents autres standards ou bonnes pratiques ou visions nationales et internationales. Donc, la question de la planification de cette gestion des données via le Data Management Plan est nouvelle. Donc, c'est-à-dire que c'est l'article 12 qui parle de ce Data Management Plan, de la même manière que en fait, le FNS le demande déjà depuis octobre 2017. Donc, pour toutes les personnes qui soumettent une demande de stockage auprès de la DCSR, elles doivent fournir un Data Management Plan. Donc, évidemment que si un DMP a déjà été fait dans le cadre, par exemple, d'une soumission projet FNS, il suffira, comme Anouk vous le présentera après, via l'outil DMP Online, de juste simplement proposer le DMP qui a déjà été fait. Mais dans le cas où il n'y aurait pas de DMP existant, lorsque une personne demande un espace de stockage à la DCSR, elle devra accompagner cette demande d'un DMP. Là aussi, vous verrez plus loin l'outil qu'on est en train de développer et qui sera bientôt là, pour pouvoir aider à la rédaction en ligne de ce DMP. Un autre élément important, c'est qu'une fois effectivement qu'on a précisé dans son plan de gestion des données de recherche ce qu'on allait faire, et notamment comment on allait gérer différents aspects à la fois éthiques, à la fois de stockage, de sécurisation, de partage des données. Il s'agit effectivement de mettre en pratique ces règles de gestion et ces bonnes pratiques de gestion en suivant, comme je l'ai dit précédemment, idéalement des standards et des visions internationales. Donc, les questions de partage des données en accès ouvert, donc la vision Open Research Data, à la fin du projet de recherche, évidemment, sauf exception valable de type données confidentielles ou contrat avec des tiers. Et voilà, on adopte cette vision-là à l'UNIL de partage des données à la fin du projet et aussi l'intégration des principes FAIR, qui sont des principes internationaux, findable, accessible, interoperable et reusable, qui sont également soutenus par le FNS, mais qui permettent la véritable ouverture et réutilisation des données par l'ensemble de la communauté et de la société. Là aussi, en termes d'archivage des données de recherche, c'est peut-être important de préciser ce qu'on entend par archivage, parce que souvent il y a une confusion entre les questions de stockage et les questions d'archivage. Donc là, quand on parle d'archivage à long terme ou de conservation à long terme, on est vraiment plutôt à la fin du projet de recherche, contrairement au stockage des données qui se fait pour nous plutôt pendant le projet de recherche. Et là aussi, la directive précise un certain nombre d'éléments importants, par exemple s'il y a la question des brevets, donc, qui prolonge la durée d'archivage des données, ou surtout, de manière générale, l'élément le plus important, c'est qu'à la fin du projet de recherche, effectivement, de la même manière que là aussi l'exige le FNS, les données associées à la publication devraient être déposées dans un dépôt d'archives de préservation à long terme, donc un dépôt non commercial, conforme idéalement au principe FAIR. Et effectivement, c'est à peu près la plupart des exigences à l'heure actuelle, en tout cas des bailleurs de fonds à la fois nationaux mais aussi internationaux comme l'Europe. Donc voilà, on s'inscrit dans cette vision-là de partage et d'ouverture, aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire, parce que voilà, pas toutes les données ne peuvent être rendues accessibles et pas toutes nécessitent non plus d'être conservées à la fin d'un projet de recherche. C'est pourquoi on parle aussi, la directive évoque aussi la question du tri et de la destruction des données de recherche, parce qu'effectivement, à la fin d'un projet de recherche, la question de la sélection des données à archiver ou à détruire se pose généralement pour les chercheuses et chercheurs. Et là, effectivement, on peut être en soutien pour déterminer quelles sont les données à conserver, à pérenniser, sachant qu'effectivement, typiquement dans des disciplines SHS,
cette sélection est peut-être des fois plus difficile parce que ce ne sont pas des données qu'on va répliquer pour certaines très facilement, contrairement à d'autres disciplines où on régénère des données via des outils voilà, facilement. Donc cette question-là est toujours délicate, mais effectivement, on part du principe qu'il faut clarifier cette question de destruction à la fin du projet de recherche. Et puis, je vais céder maintenant la parole à ma collègue Anouk, qui s'occupe justement de l'outil DMP Online qu'on est en train de développer et qui va permettre effectivement voilà, de vous aider à rédiger vos fameux data management plans qui sont rendus obligatoires dans cette directive lorsque les demandes de stockage sont faites auprès de la DCSR. Voilà. Ok, merci Carmen. Ouais, ça marche, super. Donc voilà, je vais très brièvement vous présenter le DMP Online dont je suis chargée actuellement à Emiris. Donc comme Carmen l'a dit, DMP Online, c'est en fait un outil de rédaction de DMP en ligne qui sera disponible normalement dès janvier 2021 pour l'université, enfin la communauté de l'Université de Lausanne. Ce n'est pas un outil qu'on a développé, c'est un outil dont on a acheté une licence et on aura en fait une instance UNIL. Donc vous avez déjà le lien là en bas, vous pouvez aller voir déjà à quoi ça ressemble, mais on est encore en phase de test, donc ce n'est pas du tout la version finale, mais la plateforme ressemblera à ça. Donc DMP Online, c'est un outil qui permet de créer des modèles de DMP, et puis on a notamment pas mal bossé sur créer un modèle générique UNIL en fait pour ces DMP, qu'on a fait tester justement auprès des consultantes et consultants recherche des facultés. Et puis, on réfléchit par la suite à un développement possible de modèles disciplinaires ou facultaires, mais du coup, en collaboration avec les facultés. Donc, je vais très brièvement vous présenter l'outil via quelques captures d'écran. Donc, ça, c'est la page d'accueil de l'instance UNIL, où il faudra se créer un compte ou bien se connecter pour pouvoir accéder en fait, aux fonctionnalités de DMP Online. Une fois que la connexion est faite, l'arrivée se fait sur un tableau de bord, donc chacun a un tableau de bord. Donc ici, c'est Carmen qui a fait les captures d'écran, donc c'est le sien avec les différents plans qu'elle avait déjà, qu'on avait testé en fait. Pour rédiger un plan, il suffit de créer sur le bouton Create Plans qui est en haut ou en bas de cette interface. Et puis après, 3 questions, donc le titre du plan, l'institution à laquelle vous êtes rattaché, donc ce serait l'Université de Lausanne. Et puis l'éventuel bailleur de fonds, vous arrivez sur le DMP en lui-même, dont le premier écran, c'est de renseigner simplement les détails de base. C'est la première étape de rédaction du DMP. Et puis ensuite, vous êtes invité à remplir les différentes sections du plan de gestion des données. Donc là, c'est un aperçu des sections justement de ce template UNIL que nous avons mis au point et puis qui est en train d'être testé. L'écran, encore après, donc si vous développez les sections, vous avez les questions. Et puis c'est là où en fait on a les fonctionnalités qui sont offertes par DMP pour faciliter en fait cette tâche. Donc on a développé en fait de l'aide pour chaque question avec vraiment des indications pour faciliter vraiment les réponses aux questions. Et puis vous voyez ici qu'il y a un champ commentaire en fait parce que DMP Online permet de bosser de manière collaborative en fait à la rédaction d'un DMP. Donc ça peut être entre collègues que des commentaires sont écrits. Et puis, c'est aussi via les commentaires en fait, que vous pouvez demander, enfin que nous, on peut aussi vous faire des remarques sur votre DMP si vous en demandez la lecture, si vous en éprouvez le besoin. DMP Online permet aussi de partager les plans de gestion de données. Donc, soit de les publier, en fait, on peut les rendre en visibilité publique donc, sur DMP Online dès le moment où ils sont remplis à 50%, je crois. Alors, il n'y a aucune vérification de la qualité du DMP, mais c'est une option qui est possible. Et puis, c'est via aussi l'onglet partager, donc que vous pouvez, là, vous le voyez, inviter des collaborateurs et collaboratrices à travailler avec vous sur votre DMP. Et puis, l'option de demande d'un feedback, donc de demande d'une assistance, en fait, sera gérée automatiquement via la plateforme, où vous pourrez demander une relecture, et puis donc la demande arrivera vers nous. On pourra faire des commentaires via, des remarques via les champs commentaires, justement. Et puis, vous recevrez une confirmation par email, en fait, une fois que la relecture a été faite, si vous l'avez demandé. Et puis, donc, la dernière fonctionnalité, c'est bien évidemment de télécharger le plan, donc d'exporter votre
plan dans divers formats, notamment pour le joindre à votre demande d'espace de stockage. Et puis, voilà, je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini cette très brève présentation de DNP Online. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur le NIL, donc, le lien, donc c'est dnp.nil.ch. Et puis, je redonne la parole à Carmen, et je ne touche plus à rien, qui va vous présenter une nouvelle nouveauté Open Data qui est SwissUBase. Oui, merci Anouk. Alors, moi non plus, j'essaie de ne pas trop toucher. Ah, voilà, c'est bon, j'active le contrôle. Donc, là aussi, un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est l'équipe de Force qui collabore aussi sur ce projet national, est le projet SwissUBase, auquel on est partenaire. Donc, c'est vrai qu'en SSP, vous avez la chance par rapport à d'autres facultés d'avoir l'équipe de Force dans les locaux qui est spécialiste en termes de données SHS, données qualitatives, données quantitatives, pardon, et qui a le dépôt actuel Force Base qui permet de déposer et d'archiver les données de recherche. Et c'est vrai que la question de déposer les données et de dépôt est assez importante parce que voilà, on a vu qu'il y a certaines exigences des bailleurs de fonds et des universités, mais que l'offre en termes de dépôt n'est pas toujours très complète. Et donc, il y a ce projet national donc, de Force, de l'Université de Lausanne, Université de Zurich, de DASH, qui est le Data Service et Center for the Humanities, qui est aussi dont l'antenne suisse romande est ici aussi à l'UNIL, et Switch, qui mène ce projet actuellement de futur dépôt des données de recherche au niveau national, donc un dépôt suisse pour l'ensemble des données de recherche de toutes les disciplines possibles. Donc normalement, dès janvier 2021, ce dépôt sera là. Et ce sera vraiment effectivement un dépôt à la fois pour la conservation et la préservation à long terme des données, de leur diffusion évidemment, mais aussi un outil qui permettra de valoriser les différents projets de recherche dans lesquels s'inscrivent ces données, parce qu'il sera possible aussi de décrire de manière plus ou moins fine et adapter aussi, selon la discipline, les projets associés aux données. Et donc, on vous a mis le lien vers le site que vous pouvez déjà aller voir. Mais l'idée, en fait, de ce dépôt, c'est de SwissUBase, donc c'est de reprendre le dépôt existant Force Base, qui est bien fait et qui marche bien, pour l'améliorer et le rendre en un dépôt national généraliste, en intégrant évidemment la conformité avec un certain nombre de normes et de standards internationaux, que ce soit en termes d'archivage à long terme ou de principes FAIR, par exemple. L'intégration effectivement aussi de fonctionnalités qui sont assez communes ou disons assez standards dans les dépôts de données, donc l'utilisation par exemple des DOI pour donner des identifiants pérennes aux données de recherche, la question de pouvoir aussi utiliser des métadonnées standardisées et adaptées aux disciplines, la question aussi de pouvoir gérer les accès ou non aux données. Voilà, il y a donc un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qui vont être ajoutées. Et puis, l'idée aussi d'avoir évidemment aussi une compliance, donc respect, une conformité avec d'autres standards de dépôt comme la question des dépôts, des labels sur les dépôts, ce genre de choses. Et donc, au sein de cette infrastructure qui sera vraiment calibrée dépôt généraliste, il y aura un certain nombre de services et d'expertise qui seront fournis par différentes actrices et acteurs. Donc, il y aura effectivement, là je vous montre le contexte institutionnel, il y aura différentes institutions qui participeront au soutien général et au maintien de ce dépôt. Donc évidemment, Switch pour toutes les questions d'infrastructure de stockage, d'infrastructure aussi de login via Switch EduID, donc qui fournit l'infrastructure IT, on va dire ça comme ça.
SwissUBase en tant que tel, qui est l'outil qui, via cet outil, permet de fournir un certain nombre d'interlocutrices et d'interlocuteurs pour tout ce qui est la gestion à la fois du dépôt, mais aussi la gestion et le lien avec les différentes unités et les institutions qui seront partenaires. Et au niveau justement de ces institutions partenaires, l'idée c'est d'avoir des services de soutien pour tout ce qui est gestion et dépôt des données dans SwissUBase, auxquels peuvent s'adresser à la fois les productrices et producteurs de données, mais aussi les personnes qui vont utiliser ce dépôt-là. Et donc, l'infrastructure, je vous inviterai à aller voir la page de SwissUBase. L'infrastructure, effectivement, pour l'instant, ce sera effectivement un environnement où, en tant que chercheuse et chercheur, vous pourrez vous connecter à la plateforme, gérer la documentation et la description des projets, associer également la publication des données à ces projets. Et il y aura une partie qui sera archive à long terme, où là, vous définirez effectivement quelles données seront archivées, quels droits d'accès, quelles licences, etc. Comme le temps file, je vais aller rapidement, mais effectivement, je vous invite à aller lire la documentation sur le site de SwissUBase et ce sera certainement le dépôt de données recherche qui sera recommandé ici à l'UNIL. Et finir très rapidement, parce qu'effectivement, le temps passe. Donc, on est aussi également, justement, avec Anouk qui s'occupe de DMP Online, de préparer des modules d'auto-formation sur la question des dépôts, sur la question de DMP Online, qu'on intégrera à notre site Internet ou sur d'autres aspects qui sont déjà proposés, notamment dans le cadre des ateliers du Graduate Campus. Alimenter cette plateforme, effectivement, qu'on a avec Michaela, où on peut s'inscrire aux différents cours Open Science. Et puis, voilà, je vous invite à aller voir le site de manière générale pour voir effectivement quelles sont les ressources à disposition aussi en termes de gestion des données de recherche. Comme je vois que le temps passe, je redonne la parole à Michaela pour conclure cette journée. On a l'intervention de la DCSR normalement. Ah oui, c'est vrai, en plus. Donc, on peut donner la main. C'est à qui que je dois donner à Roberto? C'est à moi. Donc, je vais partager mon écran. Parfait, je vous donne le droit. Normalement, là, vous devriez pouvoir le faire. Oui. Alors, bonjour de la part de la DCSR. On est là avec toute notre équipe pour présenter nos ressources et nos services dans le cadre de la SSP. La SSP n'a pas eu beaucoup besoin de nos ressources et je pense qu'on a des compétences à proposer à vos chercheurs et on va essayer de les expliquer rapidement puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, quoi. Donc, la DCSR, c'est la division de calcul et soutien à la recherche, mais il ne faut pas s'arrêter à la notion de calcul, puisque en général, c'est ce qui arrête les gens, mais on est là pour faire du soutien à la recherche. On est là pour les chercheurs, pour les aider à réaliser leurs recherches. Donc, les missions de la DCSR sont offrir des ressources de calcul, des ressources de stockage, mais aussi un support applicatif afin de permettre l'organisation des données, de travailler de manière transversale dans des différents domaines, calcul à haute performance, mais aussi on a des compétences en machine learning, en base de données, en visualisation, en application web, et aussi pour le traitement de données sensibles et non sensibles. C'est une équipe de 6 personnes que j'ai la chance de pouvoir diriger avec une partie soutien système et une partie soutien applicatif. Donc, les collaborateurs Emmanuel et Étienne ont plutôt une spécialité calcul à haute performance, mais ils ont une palette de compétences plus large qui pourrait être aussi utile à la SSP.
Pour le machine learning et le data science, on a Philippe Jacquet. Et pour l'organisation de bases de données et la présentation de données par des services web, nous avons Thierry Lombardo. Alors, la structure et la gouvernance. La DCSR est dirigée par un comité scientifique qui définit les orientations stratégiques ainsi que la promotion interne et externe. Et elle sert à arbitrer les accès aux ressources parce que, évidemment, les facultés n'ont pas des besoins qui sont équivalents. Et donc, de temps en temps, il faut dire aux biologistes d'arrêter de truster toutes les machines pour laisser de la place un petit peu aux autres. Elle est dirigée au jour le jour par un comité exécutif qui est là pour implémenter les orientations très stratégiques du comité scientifique et permettre de l'harmonisation des autres plateformes avec l'université et un lien avec la direction. Donc là, on voit dans l'organisation qu'on a un certain nombre de personnels pour faire tourner les systèmes au jour le jour, mais on a 5 personnes pour faire le conseil aux chercheurs. Donc actuellement, nous avons des ressources déjà un petit peu anciennes, avec des fermes de calcul sur lesquelles je ne vais pas m'étendre longuement. Mais on a par exemple une ferme de calcul adaptée pour le traitement de données sensibles parce qu'elle a un accès contrôlé. Elle est ce qu'on appelle air-gapped, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès Internet, ni vers l'Internet, ni de l'Internet. Ce qu'on est en train de préparer maintenant, c'est des postes de travail virtuels pour le traitement de données normales ou sensibles qui ont soit des CPU puissants et du stockage rapide, mais elles peuvent aussi avoir ce qu'on appelle des GPU, des cartes graphiques pour utiliser les derniers algorithmes de machine learning. Un nouveau cluster est prévu, qui sera en production en 2021 et qui donnera une structure plus simple à utiliser pour les utilisateurs et un nouveau stockage sécurisé haute performance. Pour accéder au service de la DCSR, il suffit de faire une demande sur la page suivante. Alors, je vais essayer de la partager. Je vais la mettre dans le chat. Donc, on se connecte avec son user UNIL. Et puis là, on peut créer une nouvelle demande. Là, on met les informations personnelles du PI, donc le nom du projet, le titre du projet. Le bailleur de fonds principal, la date de début si vous le souhaitez. La date de fin est purement indicative, mais on en a besoin pour des raisons internes. Et puis la faculté dont vous faites partie. Ensuite, vous devez indiquer si c'est des données normales, personnelles ou sensibles. Et puis là, voici le lien vers le DMP dont on parlait tout à l'heure. Il faut définir si vous avez un DMP et si vous n'en avez pas, quand est-ce que vous en aurez un. Ensuite, à la page suivante, on peut demander ça, c'est l'effet du placebo, l'effet démo habituel. Ici, par exemple, si c'est un projet Front National, il faut mettre
le budget. Donc, on va mettre une île, comme ça, c'est plus simple. Et puis là, on peut demander les différentes ressources, donc du stockage, du calcul sur des données sensibles, etc. Et puis après, on peut envoyer. Donc, voici la manière la plus simple de faire une demande de ressources envers la DCSR. Comment demander du soutien? Le plus simple, c'est d'envoyer un mail à helpdesk@unil.ch avec des CSR dans le sujet, parce que comme ça, il nous sera directement adressé. On a un wiki qui comprend la plupart des choses dont vous avez besoin pour pouvoir vous débrouiller sur les plateformes de la DCSR et les services de conseil qu'on est à même de vous proposer. Donc, on peut faire de la consultation pour l'analyse de données sur les ressources de l'UNIL. Alors, on peut vous aider à utiliser des algorithmes de machine learning ou à l'aide de différents algorithmes. On peut vous donner des conseils pour la structuration de données, pour la visualisation de données ou pour le traitement de données sensibles. Je crois qu'avec ça, on a fait le tour des ressources qu'on peut vous mettre à disposition. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on sera très heureux de vous donner un coup de main, quoi. Merci. On va finir par donner la parole à Shekina de nouveau pour qu'elle vous parle un petit peu des services offerts spécifiquement à la SSP en ce qui concerne l'Open Science. Et puis, on ouvrira aussi les questions si vous en avez. Donc, Shekina, si vous êtes par là. Oui. Oui, elle arrive. Voilà. Par contre, je ne peux pas mettre la vidéo. Attendez, peut-être c'est moi. Voilà. Parfait. Voilà. Oui, alors merci beaucoup pour vos présentations et toutes ces informations utiles que vous nous avez transmises. Je ne vais pas m'étendre vu qu'on a déjà dépassé le temps imparti, mais juste que vous sachiez qu'à la faculté des SSP, il y a 2 consultantes recherche qui sont à votre service. D'une part, il y a Madame Astrid Ruffat qui est à votre disposition pour toutes les questions qui sont liées aux recherches de financement, au soutien à la recherche de la part du décanat, mais aussi à l'organisation de la journée de la recherche et puis de la newsletter Espace Recherche. Et puis, il y a encore Madame Nathanaëlle Minard, que je remplace actuellement, qui est la personne de contact pour toutes les informations, les questions que vous auriez par rapport aux questions éthiques, mais aussi par rapport à la gestion des données, à l'open access, à Serval, à Uniscience, et puis aux conventions que vous pouvez être amené à établir dans le cadre de vos recherches avec des pairs partenaires, par exemple. Donc, on est volontiers à votre disposition. Vous trouvez toutes ces informations sur l'onglet recherche de la page de la faculté des SSP sur le site internet de l'UNIL. Voilà. Donc, je vais garder un petit moment pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous laisse prendre la parole au besoin. Oui, exactement. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit on peut vous donner la parole aussi. Et sinon, on est tout à fait disponible aussi pour répondre par email. Donc voilà. Je ne vois pas de questions dans le chat. Voilà, donc je pense que si personne ne veut pas prendre la parole, vous pouvez vous enlever le mute. Peut-être un mot. Ah oui, voilà.
En fait, je veux juste vous remercier vraiment pour ces informations extrêmement utiles parce que, effectivement, c'est des questions très, très, disons, actuelles et qui, disons, mobilisent tous les chercheurs de la faculté. Donc, je pense que ce genre de séances sont vraiment très importantes. Puis on voit bien toute la palette des prestations que vous offrez. Donc, je veux vraiment vous remercier au nom du décanat pour cette séance-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, je pense, aussi pour les autres. Très bien. Bon, alors, merci beaucoup. On espère à une prochaine si on a d'autres nouvelles à partager avec vous. Peut-être vis-à-vis ou face à face, on verra selon la situation. Donc, merci beaucoup. Donc, la séance a été enregistrée, donc on va la mettre. Ah, je vois quelque chose dans le chat. Voilà, donc c'était juste un remerciement. Donc, je vais mettre l'enregistrement dans le site web et puis on passera l'information à Shekina qui pourra après la faire suivre au sein de la SSP. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, Carmen, Gérard. Oui, merci. Merci et on reste évidemment effectivement à disposition s'il y a besoin de conseils voilà, ou d'informations plus précises en matière de données. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, oui, à toutes et à tous. Bonne journée, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, merci. Bonne journée à tous et merci de nous avoir donné l'occasion de présenter nos services. Oui, merci aussi. Merci. DSSR. À bientôt. À bientôt.